Ah, mais faut bien l'admettre. La plupart des trafiquants sont noirs ou arabes. T'es feignant comme un Corse. S'il y a trop d'Arabes, tout de suite c'est la zone. Ah bah les Suisses, ils sont pas rapides. C'est vraiment un travail de Porthos, ça. Les Blancs, c'est tous des riches. Personne fout rien ici. On se croirait en Afrique. Faut bien dire que les roux sentent mauvais. Y a des Roms là-bas. Fais gaffe à ton scout. Les Blancs, ils puent la mort. Les Allemands, tous fachos. En Russie, c'est plus de vodka, mafia et compagnie. Pas de racaille ici, hein. Embaucher un noir? J'ai rien contre, je suis pas raciste. C'est les clients qui comprendraient pas. Quel radin, celui-là. Il serait pas un peu juif, par hasard? Vous avez publié récemment un ouvrage dans lequel vous réclamez carrément une révolution. Donc j'aimerais que vous nous en disiez un peu plus. Bien, écoutez, je crois que dans un pays dont l'hymne et la fête nationale constituent de vibrants éloges de la Révolution, nous ne devrions pas avoir trop de difficultés avec cette idée. Bon, soyons sérieux. Je crois qu'il est temps de faire preuve d'un peu de dignité et de reconnaître notre échec civilisationnel. Je crois qu'il est temps de tout remettre sur la table, y compris les schèmes structuraux que l'on veut croire intangibles parce qu'ils servent notre pouvoir ou notre confort. Comment mettre en œuvre une révolution sans couper de tête? Eh bien, peut-être en commençant par interroger les questions, y compris celles qui nous rassemblent aujourd'hui. L'Europe, s'interroge-t-on, peut-elle devenir le continent le plus vert de la planète? Vous répondez à la deuxième partie avant, mais c'est bien, allez-y. Oui, mais c'est le thème central de cette table. Et je trouve qu'il est très caractéristique, voyez-vous, de l'arrogance occidentale. Je crois que nous n'avons pas tous ici bien compris que nous ne sommes pas la solution. Nous sommes le problème. Ce sont nos valeurs et nos manières d'être qui mènent à ce que l'ONU nomme, je cite, une situation de menace existentielle directe. Et nous en sommes encore à pérorer sur notre exemplarité. Quelle suffisance! Alors que faire? Merci. Je ne m'attendais pas à être applaudi ici, c'est une bonne surprise. Alors que faire? Évidemment, écoutez les grands chefs d'entreprise, les ministres ici présents, s'inspirer de leurs discours, dont je ne nie rien, de la cohérence logique ou de la probité morale. Mais peut-être envisager à titre d'hypothèse qu'ils ratent l'essentiel. Pour trois raisons fondamentales. La première, c'est que ce qui est fait concernant le réchauffement climatique, et on le sait très bien, est dérisoire. La seconde, qui est plus grave encore et qui est moins bien comprise, c'est que le réchauffement climatique lui-même est, dirais-je, dans une certaine mesure dérisoire par rapport à l'étendue de la crise systémique et plurifactorielle que nous traversons. Pollution, acidification des océans, interruption des cycles bio-géochimiques, dévastation des espaces naturels n'ont pour l'essentiel rien à voir avec le climat, mais tuent davantage que ce dernier, ce qui signifie que chacun des piliers sur lesquels repose l'habitabilité de cette planète est en train de céder. Et mon troisième point est peut-être plus grave encore, et il consiste à remarquer que quand bien même nous prendrions à bras-le-corps la lutte contre chacun des items que je viens de mentionner, ce qui n'est pas du tout le cas en pratique, nous demeurerions vraisemblablement toujours dans le dérisoire. Parce que le véritable problème, en fait, c'est qu'aujourd'hui, notre rapport au monde, notre être à l'espace, fait de l'éradication systématique du vivant une finalité. Alors, bien sûr, parce que nous sommes ici, n'est-ce pas, des gens sympathiques et éduqués, on se demande en gros comment faire des bombes issues du commerce équitable et utilisant des matériaux biologiques. Bon, c'est mignon, pourrait-on dire, mais tant que le pilonnage en règle de la biosphère demeure le geste cardinal, croyez-moi, l'origine des projectiles n'a pas beaucoup d'importance. Bon. Alors, soyons explicites. Je crois qu'il est aujourd'hui indispensable de penser un peu hors de l'ordre, même au sein du MEDEF. Prenons quelques exemples triviaux pour finir. Quelques exemples que je choisis comme étant extrêmement simples. Tant que, par exemple, vous nommerez, vous autres chefs d'entreprise, croissance, le fait de raser un espace gorgé de vie pour le remplacer par une plateforme commerciale, fût-elle neutre en carbone, nous n'aurons pas commencé à réfléchir sérieusement. Tant que le président du MEDEF nommera, à l'unisson d'ailleurs du chef de l'État, progrès, la mise en place d'une nouvelle génération de téléphonie mobile qui ne répond à strictement aucun besoin, mais dont les conséquences délétères, pour ne pas dire létales, sont avérées du point de vue de la pollution, de la consommation et de l'addiction,
nous n'aurons pas commencé à réfléchir sérieusement. Tant qu'un ancien président de la République, souvenez-vous 2019, ce n'est pas si vieux, pourra venir ici même, à l'université d'été du patronat, moquer le discours scientifiquement irréprochable de Greta Thunberg devant un parterre qui était alors hilar, nous n'aurons pas commencé à réfléchir sérieusement. Je conclus. Je crois qu'il faut être un peu conséquent. Nous ne sommes déjà plus dans une crainte quant à l'avenir. Nous sommes dans un constat quant au passé. Nous avons d'ores et déjà éradiqué plus de la moitié des arbres, des insectes, des poissons d'eau douce, des mammifères sauvages. Nous laissons d'ores et déjà 700 000 êtres humains mourir chaque année de la pollution en Europe. Si même face à cette évidence, nous ne voyons pas la nécessité d'une refonte axiologique et ontologique drastique, c'est que nous faisons preuve d'une cécité que nos descendants, s'ils survivent, auront, croyez-moi, du mal à pardonner. Merci Aurélien Barraud. Infirmière norvégienne Bodil Katarina Bjørn a sauvé la vie de nombreux Arméniens, pris des photos et recueilli des témoignages. Soula Karouimbi héberge et sauve de nombreux Tutsis. Grâce à son pouvoir de guérisseuse, elle s'oppose aux miliciens qui veulent les capturer. Les frères Bielski, résistants juifs polonais, sauvent 1200 juifs en les cachant en pleine forêt et en les protégeant militairement. La famille Vezeli, musulmane, accueille une famille juive pendant toute la guerre. Des sœurs franciscaines demandent à partager la vie des Diganes dans le camp de Montreuil-Bellay. Le chef d'un village turc sauve un enfant arménien et l'élève alors comme son propre fils. Frodoual Karouidji, maçon Hutu, cache des Tutsis chez lui pendant plus d'1 mois et leur sauve la vie. Max Ernst organise à Paris l'exposition L'Art allemand libre. En 1939, il est interné au camp d'Émile. Le pasteur Henri Manin et le gardien Auguste Boyer ont hébergé plusieurs internés juifs après avoir facilité leur évasion du camp d'Émile. Comment, impulsé par 6 militants de l'organisation basque BICI, qui veut dire vivre en basque, un grand mouvement citoyen pour le climat a-t-il émergé en quelques années en France. Les alternatives au changement climatique existent, elles sont nombreuses, elles permettent de créer une société plus solidaire. S'il n'y a pas de responsable, c'est forcément le bordel, pour parler vulgairement. C'est l'idée de désobéissance. Nous devons désobéir. On a 10 ans. Il va falloir qu'on aille très vite. Et on n'a pas 300 ans. L'accord de Paris pour le climat est accepté. On est plus chaud que le climat. On baissait les bras, les militants passent à l'attaque. Quelque chose a changé dans le monde et ramenez ce message chez vous. Pour les générations futures. Parce qu'ils n'ont rien demandé. On ne dort pas. Juste demander à vivre sur une terre apaisée. Est-ce que ta ville va basculer à l'extrême droite? En mars 2026, c'est les élections municipales. Chaque ville élit son maire. Le Rassemblement national et ses alliés espèrent gagner des dizaines de communes, peut-être plus d'une centaine. Dans le sud, ils visent Nice, Toulon, Vitrolles. Et dans le nord, Calais, Lens ou Boulogne-sur-Mer. Éric Zemmour et son parti Reconquête et Marion Maréchal rêvent eux aussi de mettre la main sur quelques villes. Est-ce qu'ils peuvent y arriver? La réponse est malheureusement oui. Mais bien sûr, rien n'est joué. À Street Press, on lance une grande carte interactive qui détaille ces villes qui pourraient basculer à l'extrême droite. Dans cette vidéo, je vais vous dévoiler comment Street Press et ses partenaires vont tout faire pour peser sur ce scrutin. C'est la bataille des municipales et on va avoir besoin de vous. Aujourd'hui, l'extrême droite gère 13 communes de plus de 9000 habitants.
Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ça ne s'est pas toujours bien passé. Dans plusieurs villes RN, les affaires s'accumulent. Louis Alliot, maire de Perpignan, est accusé de favoritisme. Une enquête est en cours. Et puis sans surprise, les maires d'extrême droite mènent des politiques racistes. À Hayange, Fabien Engelmann organise chaque année une fête du cochon. Une manière d'envoyer un message aux musulmans et aux juifs qui ne mangent pas de porc. Il n'est pas le seul à s'en prendre aux musulmans. Depuis qu'il est maire de Béziers, Robert Ménard multiplie les sorties racistes. Dans le public, c'est le département ou la région. sont des enfants qui sont issus de l'immigration. Et je trouve que c'est trop. Vous voulez que je vous le dise? C'est trop. Parce qu'on n'assimilera personne. Alors qu'est-ce que vous avez? Tout ça, c'est un avant-goût de ce qui pourrait arriver dans de nombreuses villes. C'est ce que montre notre carte interactive des communes qui pourraient basculer à l'extrême droite. Elle s'appuie sur le travail du chercheur Alessio Motta. Il a croisé les résultats des précédents scrutins locaux ou nationaux à des dizaines de scénarios. Est-ce qu'il y aura 1, 2 ou 3 listes de gauche? Est-ce que le maire sortant se représente? Etc. Et grâce à un algorithme qu'il a codé, il détermine dans quelles circonstances l'extrême droite peut l'emporter. La présentation qu'on a élaborée avec Street Press pour cette carte des risques de bascule à l'extrême droite au municipal, elle s'inspire du Nutri-Score, elle est basée sur un continuum entre 5 lettres. Donc on a le A, c'est les villes pour lesquelles il n'y a aucun risque que ces villes ne basculent à l'extrême droite. On a ensuite les villes en B. Les villes en B, c'est les villes dans lesquelles l'extrême droite ne peut prendre le pouvoir que finalement dans le cas où il y aurait une erreur stratégique grotesque. Un exemple de ville en B, c'est Marseille. Marseille est une ville dans laquelle l'extrême droite pèse lourd, mais selon toute vraisemblance, à l'issue d'un grand nombre de simulations, la ville ne peut basculer à l'extrême droite que dans un seul cas, c'est si la gauche faisait le choix d'être divisée au second tour. On a ensuite les villes en C, dans lesquelles la victoire de l'extrême droite n'est pas la chose la plus probable, mais pourrait arriver dans certains types de scénarios. L'enjeu principal concerne les villes marquées d'un D orange. Il y a un risque significatif de voir ces communes basculer à l'extrême droite. On en recense 52 parmi les 500 communes les plus peuplées de France. Et enfin, on a les villes en E, qui sont des villes, qui sont toutes des villes déjà extrême droite, dans lesquelles en fait on a la certitude que l'extrême droite va conserver la ville. Par exemple, Hénin-Beaumont ou Fréjus. Grâce à cette carte, on peut voir que sur certains territoires, l'influence du RN est plus importante. Les zones où il y a les plus fortes implantations, c'est bien entendu l'arc méditerranéen et le nord de la France. Dans le sud, Éric Ciotti, l'allié de Marine Le Pen, rêve de mettre la main sur Nice. Mais il va devoir faire face au maire sortant, l'ancien ministre de droite Christian Estrosi. Les chances de victoire du Rassemblement national sont plus élevées à Agde, Roquebrune-sur-Argent, Fos-sur-Mer, Menton ou Vitrolles. Dans le nord, le Rassemblement national lorgne sur Lens, une ville emblématique du bassin ouvrier, mais aussi sur la commune voisine de Liévin, une ville populaire où l'extrême droite a des chances sérieuses de l'emporter. Le RN a aussi toutes ses chances à Calais. Cette cité portuaire est connue pour être un lieu de passage et d'attente pour les exilés qui souhaitent se rendre en Angleterre. Le sujet est à l'origine de nombreuses tensions, mais aussi de beaucoup de caricatures médiatiques qui font le jeu de l'extrême droite. On a fait le choix lors de la construction de notre outil de se concentrer sur les 500 villes qui comptent le plus d'inscrits en France. Parce qu'après évaluation, on s'est rendu compte que c'était là que l'outil fonctionnait de manière tout à fait pertinente. En gros, pour situer, on est sur des villes qui ont à partir de 12-13 000 inscrits sur les listes. En dessous, c'est compliqué de faire des simulations parce que les relations entre la population, l'électorat et l'élection municipale sont très fortement basées sur des particularités locales qui finalement détachent beaucoup le scrutin de tout enjeu politique. Mais on a des exceptions. On a des offres politiques de gauche, de droite et d'extrême droite sur certaines de ces communes. Et c'est ce qui fait que certaines peuvent basculer à l'extrême droite. Elles le peuvent d'autant plus que c'est dans les plus petites villes que le RN réalise des scores les plus élevés. Ça ne veut pas dire que partout on aura une vague brune, parce que la grande majorité de ces villes sont quand même des villes pour lesquelles il y a un poids très important de candidats sans étiquette. Dans ces communes plus petites, l'extrême droite pourrait bien avancer masquée. C'est ce qu'explique l'eurodéputé RN Julien Léonard-Delly au micro de France Bleu. On discute aussi avec Reconquête, des élus LR, des élus sortants divers droites non encartés, Debout la France, l'association Ligne Droite 31. Le principal, ce sont les idées communes. On aura certainement des listes divers droites.
En clair, le parti d'extrême droite pourrait placer certains de ses militants sur des listes d'hiver droite, sans afficher le logo du parti sur les tracts de campagne. Ce n'est pas la seule stratégie du RN pour conquérir les petites communes. Dans une interview, un responsable local explique que son parti pourrait parrainer des candidats. En clair, leur proposer un coup de main discret, en échange s'ils sont élus de leur soutien. Et ça c'est important, car les maires et certains conseillers municipaux parrainent les candidats à l'élection présidentielle et surtout élisent les sénateurs. Reconquête, le parti d'Éric Zemmour, pourrait lui aussi gagner quelques villes, en s'appuyant notamment sur des élus venus de droite, bien implantés localement et là non plus sans forcément afficher la couleur. Oui, le risque de victoire de l'extrême droite est réel, mais rien n'est joué. Et si on a monté ce projet, c'est parce qu'on veut peser sur ce scrutin. Avec nous, il y a une quinzaine d'organisations comme Greenpeace, Le Mouvement ou Victoire Populaire qui veulent s'engager dans cette bataille contre l'extrême droite. Grâce à notre plateforme, vous pourrez être mis en contact avec ces organisations qui, près de chez vous, se mobilisent pour mener cette bataille. Ensemble, on va tenter de convaincre un maximum de gens de ne pas glisser de bulletin Rassemblement National dans l'urne. Et pour ça, Street Press proposera des formations gratuites pour mieux connaître et combattre l'extrême droite. On ne va pas non plus abandonner ce qui est le cœur de notre job, enquêter pour raconter ce qui se passe dans les arrière-cuisines du RN. Au moment des dernières législatives, notre travail leur avait fait mal. Dans certaines rédactions de journaux de gauche, dans les campagnes électorales, il y a des dizaines de journalistes qui sont payés par la rédaction pour aller écumer les pages Facebook. On compte bien recommencer, et là non plus nous ne serons pas seuls. On a réuni autour de ce projet plusieurs médias indépendants, locaux ou nationaux. Et encore une fois, on va avoir besoin de vous pour nous remonter des infos, être en quelque sorte nos lanceurs d'alerte. Allez faire un tour sur la plateforme, tout y est expliqué. Alors la ville à hauteur d'enfant, c'est un concept qui est développé dans beaucoup de villes, qui est parti beaucoup d'Italie aussi. C'est l'idée en fait de remettre les besoins des enfants au cœur du projet politique, mais aussi de la fabrique de la ville. Parce qu'il y a un constat unanime, partagé en fait, c'est la disparition des enfants et dans une moindre mesure aussi des adolescents dans les espaces publics, notamment parce que la ville est devenue inaccueillante pour les enfants les plus petits, notamment parce que déjà il y a la présence massive de la voiture, donc il y a quand même un danger lié à la voiture, et puis aussi parce qu'il y a de nouvelles normes sociales, parentales aussi, qui font que maintenant on ne laisse pas traîner ses enfants, entre guillemets, dans l'espace public. En tout cas, que la présence des enfants et des adolescents est tolérée au mieux, voilà, mais que ce n'est plus quelque chose de normal. Donc, la ville à hauteur d'enfant, c'est comment on se réapproprie la ville, ou comment les enfants, plutôt, on accompagne les enfants et les adolescents à se réapproprier la ville. Et donc, c'est revendiquer aussi le droit à la ville pour les enfants. Ils ont le droit, et c'est même normal qu'ils soient dans les espaces publics et qu'ils ne soient pas seulement confinés à des espaces clos, que ce soit la maison, que ce soit l'école, que ce soit le gymnase pour faire du sport, le conservatoire, mais qu'ils aient le droit d'être partout. Et donc c'est à nous aussi de faire l'effort de repenser la ville pour qu'ils puissent être accueillis et présents sur l'ensemble des espaces sociaux d'une ville. Oui, la référence c'est Tonucci en Italie, mais il y a énormément de chercheurs en France qui travaillent sur ces questions. Et puis à l'étranger, il y a des pays, au Québec, mais aux États-Unis aussi, mais aussi en Europe du Nord. Il y a beaucoup de travaux sur la ville à hauteur d'enfants. Il y a des pays où la présence des enfants est beaucoup plus courantes et beaucoup plus admises et qui ont déjà recréé des espaces de liberté pour les enfants, que ce soit les terrains d'aventure qu'on redécouvre, que ce soit des aires de jeu revisitées, mais qui sont des aires de jeu en fait naturelles, où la végétation, la nature en fait permet de développer l'imaginaire et permet de grimper, de se dépenser, de jouer aussi ensemble. Et puis voilà, ça infuse, c'est quelque chose qui est en train d'infuser en France en ce moment, et c'est vraiment une bonne nouvelle.
La Fédération nationale des Francas présente le FIDEC, Festival international des droits des enfants et de la citoyenneté, au 104 à Paris. Ateliers, conférences, spectacles, sorties culturelles. 4 jours pour célébrer et animer les droits de tous les enfants. Si tu pouvais changer une ou plusieurs choses pour les jeunes, pour la vie des jeunes en général, ce serait quoi? Ce serait qu'ils puissent plus participer à des activités comme nous on le fait là, faire des projets entre jeunes pour qu'ils puissent passer du bon temps, plutôt que certains restent tout seuls ou ne puissent pas venir à cause d'impératifs à cause de leurs parents ou de la famille. Plus d'école pour tout le monde. Moi, ça serait plutôt pour les enfants qui sont pauvres, ça serait plutôt ça, leur apporter ce qu'ils n'ont pas eu. Que les jeunes, ils aient plus le droit d'aider les grandes personnes parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, là, ce qu'on fait, c'est bien parce que du coup, on est impliqué dans ce qu'on fait, alors que normalement, souvent, quand on fait des choix assez importants, les jeunes n'ont pas tout le temps le droit d'aider ou de parler. D'aider les victimes dans le harcèlement et surtout réagir plus tôt et pas essayer de forcément attendre que ça s'empire. C'est qu'ils soient moins gênés, qu'ils soient plus expressifs, parce que maintenant ils se referment, ils ont honte de tout, ils sont gênés par rapport à tout et ce serait mieux qu'ils s'intègrent. Je la rejoins sur ce point. Moi, j'aimerais que les enfants ne soient pas discriminés par les autres, par leur apparence, la façon dont ils agissent. J'aimerais qu'ils puissent se sentir à l'aise, qu'importe où ils sont dans le monde, même chez eux. La protection des enfants, c'est important parce qu'en France, on est bien protégés. La violence est punie sur les enfants et tout ça. Mais il y a beaucoup d'autres pays en Europe, même dans le monde, où ça se passe pas comme ça. Et ça pourrait être bien que tous les pays soient égaux à cette hauteur-là et que tous les droits des enfants soient respectés dans tous les pays du monde. On laisse aussi un peu plus les enfants, les jeunes parler, qui puissent le droit de s'exprimer, parce que nous, on a aussi notre avis. Et voilà. Qu'il y aurait beaucoup moins d'harcèlement parce que moi-même je me suis fait harceler donc je sais c'est quoi et je sais que dans la vie de tous les jours c'est dur d'aller à l'école avec une boule au ventre et de se dire qu'aujourd'hui on va se faire embêter et vraiment je souhaite à personne que quelqu'un d'autre se fasse harceler. J'en aurais dit une, ce serait qu'il n'y ait plus d'enfants dans la misère plutôt. Ce serait plutôt ça, qu'il n'y en ait plus qui vivent à l'extérieur et tout, qu'ils aient une maison, qu'ils puissent avoir et pouvoir étudier et choisir ce qu'ils veulent devenir. Tout l'enfant a le droit de quelque chose, de l'éducation, l'égalité, et droit à l'école, etc. Voilà, tout l'enfant a le droit de tout ça. Ouais, on a trop adoré et puis nous voulons aussi y participer à la prochaine aussi, ça va. Le FIDEC. Ce reportage sur le Festival international des droits des enfants et de la citoyenneté vous a été proposé par l'équipe des radios Franca. Vous pouvez retrouver toutes nos émissions sur le site internet lesradiosfranca.fr, la web radio nationale des enfants et adolescents. Le FIDEC. Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Ami, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne?
misère. Il y a des pays où les gens au creux des lits font des rêves. Chantez compagnons dans la nuit, la liberté vous écoute. Motivé, motivé, il faut rester motivé. Motivé, motivé, il faut se motiver. Motivé, motivé, soyons motivés. Motivé, 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 motivé. Ici chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe. Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place. Ouais, partisans, ouvriers, paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Motivé, motivé, il faut rester motivé. Motivé, motivé, il faut se motiver. Motivé, motivé, soyons motivés. Motivé, motivé, brava, motivé. On va rester motivé pour le face à face. On va rester motivé quand on les aura en face.